Je vais demander à Hugues si vous voulez bien nous parler, parce que 600 salariés, je suppose que vous avez un peu d'expérience à nous partager sur l'ambition collective, en fait, hein, de comment votre entreprise fonctionne, sur ce qu'on s'était dit, donc vision, engagement, cohésion d'équipe. Avec plaisir. Pour Obama, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, mais j'ai peut-être deux idées. Il y a son secrétaire d'État, John Kerry, qui doit passer ses vacances en ce moment à Saint-Briac. En tout cas, l'agitation que j'ai vue autour de sa propriété me laisse penser qu'il est là. Il est souvent là au mois de juin, qui est un très beau mois sur le littoral breton, comme chacun le sait. Il n'y a qu'à regarder par la fenêtre. On est dans le sud, hein, c'est normal, mais dans le nord, c'est pas mal non plus. Et puis, on a un ministre des Affaires étrangères, et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs, très attaché à la Bretagne, qui peut peut-être vous permettre de gagner, si ce n'est d'un coup les deux contacts, mais un au moins, tu vois, qui est très très bienveillant pour tout ce qui touche à la Bretagne, et en particulier au pays de l'Orient, pour lequel il a fait beaucoup. Je parle de Jean Yvain, bien évidemment. Et pour revenir ensuite à Niji, once upon a time, il était une fois Niji, donc on était trois. Donc moi j'ai pris la décision de créer cette entreprise dans ma 35e année. J'étais depuis 15 ans à Paris, cadre supérieur, comme on dit, dans un grand groupe des technologies de l'information et de la communication. Et il y avait un appel très très fort pour la Bretagne, donc vous avez tous compris que je ne suis que citoyen par procuration. J'ai un passeport provisoire. Bon, mais là encore, Jean-Yves m'a promis de me régulariser prochainement, donc tout va bien. Voilà, je me suis dit, je vais créer une entreprise. Je savais qu'à Rennes, je ne pourrais pas trouver de job aussi sympa que celui que j'avais précédemment. J'avais fondamentalement envie de créer une entreprise, et c'était mon ADN. Dans ma famille, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise. Je me souviens très bien de ce week-end de juin. Ça devait être le 15 juin. Je venais faire la régate des télécoms à Lorient. À l'époque, elle existait encore, et je me suis arrêté à Rennes pour tenir informé de ce projet de quitter le groupe qui nous employait et de créer une entreprise. Deux jeunes collègues, en tout cas deux collègues qui avaient respectivement 4 et 6 ans de moins que moi, et que j'avais tous les deux recrutés à leur sortie d'école, vis-à-vis desquels j'étais très engagé, que j'avais baladé de Paris à Sophia Antipolis pour les faire ensuite revenir à Rennes avec leur famille et leur bagage. Et je leur ai dit, voilà, je vais partir parce que je ne supporte plus ce grand groupe, et j'ai profondément envie de venir vous rejoindre ici à Rennes. Et comme je ne trouverai pas de job sympa, je vais créer le mien. Et réfléchissez-y, vous avez le week-end, si ça vous intéresse, on peut le faire ensemble. Je pars régater et je m'arrête lundi matin pour prendre un café avec vous à nouveau. Bon, le vendredi soir, c'était peut-être pas le café, hein, c'était peut-être la bière, je ne sais plus. Et lundi matin, vous aurez décidé de ce que vous voulez faire. Voilà, je me suis arrêté le lundi matin. On a fait une belle régate autour de Groix, c'était sympa, on avait les bonnes couleurs, on était en pleine forme. Et j'ai reçu leur assentiment à me rejoindre. Voilà, donc ces trois cofondateurs, et c'est effectivement aujourd'hui non pas 600 mais 700 personnes. On ne voit pas les étapes. Non, mon attaché de presse, je suis désolé, n'a pas mis le bon chiffre. Ah, les attachés de presse. Et bon, quoi dire, c'est d'abord un engagement individuel. Moi, j'ai recruté un tutu personné, les 250 premières personnes de l'entreprise. Les 250 premières personnes de l'entreprise ont vu d'abord Hugues Mély. Et si Hugues Mély pensait que c'était bien qu'elles envoient d'autres. Et au final, Hugues Mély a décidé de les recruter. Alors, à partir de 250, c'était un peu plus compliqué. Mais au moins vis-à-vis de ces 250, j'étais très engagé dans une relation individuelle, que je fais tout pour essayer de perpétrer au sein de l'entreprise. Un mercredi sur deux à Paris, de 8h à 10h, un vendredi sur 3 à Rennes, de 8h à 10h, et régulièrement autour d'un déjeuner ou d'une soirée à Nantes, Lille, Lyon et Bordeaux, qui sont nos autres unités opérationnelles. Je réunis une douzaine de personnes, une quinzaine de personnes pour un petit déjeuner quand c'est le matin, un déjeuner quand c'est le midi et un cocktail quand c'est le soir. Et on en profite pour refaire un tour de table. Beaucoup de gens se connaissent, ils travaillent ensemble sur des projets, ils sont souvent dans les mêmes locaux, partager les mêmes douleurs, si je puis dire. Et ensuite, ces questions à bâton rompu. Hein. Il n'y a pas de questions taboues. En 17 ans, puisque j'ai commencé à faire ça dès la première année, en 17 ans,
et je sais qu'il y a un ancien de Niji dans la salle, hein, donc je ne peux pas raconter des bêtises. En 17 ans, il n'y a jamais eu de question tabou. Et à chaque fois, je rappelle qu'il n'y en a pas. Comme ça, je suis absolument certain que tout le monde pose les questions qu'il a envie de poser. Et j'y réponds systématiquement. Et c'est bien évidemment aussi à chaque fois une formidable occasion pour faire passer plein de messages, faire partager la direction que je prends dans l'évolution de l'entreprise, comment on va évoluer, comment on va la transformer. Voilà, c'est du partage, c'est de l'échange, mais c'est aussi de l'engagement. Parce que si un jour une question déplaisante ou taboue, que sais-je, une question inattendue, non souhaitée, arrive, je serai obligé d'y répondre. Donc c'est aussi une forme d'engagement que de dire, voilà, posez les questions, on y répondra. Quoi dire encore? Avant de choisir la Bretagne et avant d'être à Paris, moi j'ai grandi en Alsace. J'ai réclamé mon biberon dans la langue de Goethe. Et Goethe disait Das Zusammengehörigkeitsgefühl. Alors désolé pour l'ancien collègue de Niji, il l'a déjà entendu souvent. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, pour ceux d'entre vous qui ont quelques notions d'allemand, Zusammen l'ensemble, Gehören appartenir, Gehörigkeit l'appartenance, Fühlen sentir, Gefühl le sentiment. Donc le sentiment d'appartenance à l'ensemble. Et savez-vous ce que veut dire Das Zusammengehörigkeitsgefühl en grand allemand, en Hochdeutsch, en allemand littéraire? Ça veut dire la solidarité. Ça se dit aussi die Solidarität. Et ça a été un mot absolument fondateur à la création de Niji, que je continue à utiliser, à rappeler, dont je continue à rappeler le sens régulièrement. Parce que fondamentalement, l'entreprise, au sens très large de l'entreprise, au sens d'entreprendre, ça peut être l'association, ça peut être l'organisme public, ça peut être, que sais-je, l'entreprise, elle se construit, elle se cimente autour de la solidarité entre les hommes et les femmes qui la composent, qui la construisent. Et c'est encore plus vrai dans des entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises de services, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas des entreprises de produits. Il n'y a pas au cœur de l'entreprise la matérialité du produit, le caractère tangible du produit, le produit dont tout le monde est fier, l'usine qui le fabrique. Ça n'existe pas, on est dans l'immatériel le plus complet. On peut parfois même nous accuser de vendre du vent. On essaye de faire en sorte qu'au moins il souffle dans la bonne direction et qu'il emmène finalement les gens vers les bons horizons. Mais en tout cas, il n'y a pas cette matérialité, il n'y a pas ce caractère tangible de l'objet de l'entreprise. L'entreprise, c'est une entreprise de service, donc elle est 100% matière humaine. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de quai de chargement, il n'y a pas de chaîne logistique, il n'y a pas de que sais-je encore. Donc si vous ne prenez pas soin aux hommes et aux femmes qui la composent, si vous n'aimez pas les gens, moi je dis fondamentalement, pour mener nos entreprises, il faut aimer les gens, avec un grand A, et pas seulement les gens qui composent l'entreprise, mais aussi les gens qui sont nos clients. Vous ne pouvez pas avoir une relation de qualité à vos clients si vous n'aimez pas les gens, parce que vos clients, c'est pareil, c'est des gens. Et donc, comme vous vivez entre vos équipes et vos clients, c'est à quelque part le sens de la vie du chef d'entreprise. Voilà, surtout quand il n'a pas trop de comptes à rendre à des actionnaires autres que lui-même et ses associés et les gens de l'entreprise, ce qui est mon cas. Eh bien, il faut profondément aimer les gens. Et il faut développer ce sentiment d'appartenance à l'ensemble, c'est-à-dire cette solidarité. Et donc tout ce que vous pouvez faire au quotidien pour donner du sens à l'entreprise, rappeler quel ensemble elle constitue, redessiner ses contours, lui redonner une matérialité, la faire vivre quelque part aux gens qui la composent, alors vous allez dans le sens de permettre à ces gens de se sentir appartenir à cet ensemble, au sens être acteur de l'ensemble, au sens doux de l'appartenance, pas au sens autoritaire et possessif, bien sûr. Et du coup, vous garantissez que dans la durée, la solidarité se développe. Je voudrais rebondir sur d'autres choses qui ont été dites. Marie parlait de diversité des gens. Moi, je suis très, très attaché à la diversité des hommes et des femmes qui composent l'entreprise, pas par démagogie. C'est facile aujourd'hui d'évoquer la diversité, mais juste parce que je suis profondément convaincu, et voilà, ça fait 30 ans que je l'expérimente, que diversité est source de richesse. Diversité est profondément source de richesse. Homogénéité, stéréotype entraîne l'appauvrissement collectif. Donc c'est vraiment dans la diversité des gens que l'entreprise, et a fortiori quand elle est entreprise de service, c'est-à-dire 100% matière humaine, puise sa richesse au sens, là encore, non
monétaire du terme, non pécunier du terme, au sens son efficacité, sa performance, son agrément et tout simplement son développement. Parce qu'on est passé de 3 à 700 personnes, un peu plus de 700 personnes en 17 ans, en montant une à une les marches de l'escalier. Hein. On n'a jamais racheté d'entreprise. Niji travaille dans le numérique. Je n'ai pas pris soin de présenter Niji, mais voilà, vous êtes tous des adeptes d'Internet, vous irez voir. On est dans le numérique, et dans le numérique, c'est énormément de fusions, d'acquisitions, de rachats de boîtes, de cessions de boîtes. Enfin, on passe son temps à faire des mécanos, souvent d'ailleurs avec l'aide d'acteurs du capital investissement tels que ceux qu'évoquait Mathieu, enfin pas exactement les mêmes, mais bon, c'est à peu près la même race. Niji, c'est paysan breton, hein. C'est une à une les marches de l'escalier. Donc on a recruté une à une les personnes qui nous ont rejoints, on a recruté un à un les clients avec lesquels on a décidé de travailler et réciproquement qui nous ont fait confiance et qu'on a fidélisé. On a tout fait un à un, on a tout fait step by step, on a tout fait en montant une à une les marches de l'escalier. Parce que vous savez tous que quand on monte les marches de l'escalier par 4, on finit à un moment ou à d'autre par trébucher. Et là, c'est la culbute et on se retrouve au pied de l'escalier tout cassé de partout, à regarder potentiellement l'étage qu'on avait failli atteindre, mais qu'on n'atteindra jamais plus parce qu'on est tout cassé de partout. Donc nous, on est tout cassé de nulle part. On n'est pas fatigué non plus, on va continuer parce que quand on monte les marches une à une, comme il y a fort à parier qu'il y ait de temps en temps des paliers, on s'arrête, on respire, on prend le temps de regarder la mer et on démarre. Alors, en parlant de ça, je peux encore dire quelques mots, puisque je dis regarder la mer, là je l'ai devant moi, c'est génial. Je suis profondément épicurien et je transmets sans aucune difficulté cet épicurisme à l'entreprise. Hein. Épicurien, aimer le temps présent, profiter du temps présent, vivre l'instant présent tel qu'il se présente avec ceux qui le font, celles et ceux qui le font. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et ça m'amène à rebondir sur ce que disait Mathieu, je crois. Enfin, en tout cas, ce qu'il disait m'inspirait de vous dire que l'entreprise, c'est une question de rapport au temps. Quel rapport au temps a-t-on? Oui, parce que Mathieu racontait l'histoire de 727 Salzbach, que curieusement je connais très bien, parce que je connaissais bien deux des trois cofondateurs, et notamment un, vraiment très bien, pour en reparler. et d'ailleurs, j'avais été impliqué en tant que membre du comité d'investissement d'un fonds potentiellement acteur de sa levée de fonds, et voilà, on se dira ensuite ce qu'avait été ma recommandation, mais c'était certainement pas de faire ce qui a été fait. Et parce que, et tu verras pourquoi je te dis ça, rapport au temps, c'est absolument fondamental. Le rapport au temps, la sagesse du rapport au temps, se donner le temps. Alors là encore, dans le monde numérique dans lequel on vit, c'est totalement anachronique ce que je vous dis là, parce que tout doit aller très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on encourage la création de jeunes entreprises qu'on s'est mis à appeler les start-up et dont on se croit maintenant obligé de rappeler qu'elles devraient, si possible, de temps en temps devenir des scale-up. Tous ces jeunes créateurs de start-up ont souvent aucune sagesse dans le rapport au temps, parce qu'à quelque part, on leur inculque que tout va aller très très vite et que très vite, ils pourront vendre et gagner de l'argent sur la base de la valorisation qu'ils ont fait de leur entreprise en faisant rentrer des fonds, etc. Donc, sagesse du rapport au temps. Et puisque je parlais de ça, du rapport à l'argent. La robustesse de l'entreprise, la longévité de l'entreprise, de mon point de vue, réside dans un rapport sage au temps et à l'argent. Si vous avez un patron flambi, qui ne peut pas faire 3 km autrement qu'au volant d'une voiture de luxe, et etc., bref, ça ne va pas aller de la même façon. Donc, moi, je vous dis très modestement, très humblement, que j'ai un rapport à l'argent qui est particulièrement sage et que j'ai beaucoup de temps devant moi. En tout cas, j'espère que Dieu me le donnera, que la santé sera avec moi. Et quand je sens l'assemblée en forme, mais là, j'ai oublié mes lunettes dans la voiture, donc comme je suis myope, je ne croise pas bien vos regards, mais vous voyez probablement où je veux en venir. Et c'est aussi une question d'engagement, c'est ultimement une vraie question d'engagement.
peut-être l'engagement ultime, c'est que quand on dit rapport au temps et rapport à l'argent, on dit finalement rapport à la mort. Et dans beaucoup de choses qu'on fait dans sa vie, on trouve la force de le faire dans la durée, de s'y engager, la sagesse de le faire, en ayant un rapport clair, chacun a le sien, je vous encourage à y réfléchir, à la mort. Quand ça c'est clair, alors beaucoup de choses se clarifient. Alors ça, allez le dire à plein de jeunes qui sortent des grandes écoles, à qui on donne facilement des millions d'euros pour créer des boîtes complètement improbables, mais comme je pense qu'on a ici affaire à des gens un peu plus matures, je voulais vous le faire partager. Voilà. Merci beaucoup.